Allez, bonjour, merci d'être là avec nous sur Boursorama comme chaque semaine. Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on parle de la hausse des rémunérations des grands patrons qui suscite la polémique. Bonjour Loïc Dessin. Bonjour. Bon, au-delà de la controverse, même si on y reviendra autour des revenus de Carlos Tavares de Stellantis, directeur général de Stellantis, on a cette rémunération moyenne des grands patrons qui a flirté avec le doublement, enfin quasi-doublement, 100% d'augmentation en 2021. C'est selon les calculs de cette plateforme de services aux sociétés cotées Scalence. Je voulais savoir si déjà vous, côté Proxinvest, vous aviez ces mêmes chiffres, 8,7 millions d'euros en moyenne pour le CAC 40, pour les patrons du CAC, contre 4,5 millions en 2020, et c'était 5 et quelques, 5,5 je crois en 2019. Oui, Est-ce que déjà vous avez les mêmes chiffres? On n'a pas encore tout à fait les chiffres. Dans les 8 millions, il y a 3 millions de primes exceptionnelles. Je ne sais pas exactement à quoi ça peut correspondre, c'est beaucoup sur une moyenne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année 2020 est une année de baisse de rémunération, de 11% dans le CAC 40. Ah, donc il y aurait une correction sur 2020. Donc il y a une correction, on s'y attendait parce que 2020 c'est l'année Covid, donc les dirigeants ont fait des gestes. Donc ça a baissé, mais c'était des gestes temporaires. Donc on devait revenir. Donc c'est pas normal qu'en 2021 qu'on recorrige la correction de 2020. Voilà. On peut comprendre que voilà, c'était attendu en tout cas et que ce n'était pas forcément anormal. Après, les résultats 2021 des entreprises sont plutôt bons. Donc il y a des bonus annuels qui sont élevés. Donc on peut même comprendre parfois que ça puisse éventuellement revenir ou dépasser les niveaux de 2019. Après, il y a quelques individus, quelques cas en fait, qui font que, voilà, quelques cas où la rémunération explose et ça va impacter les moyennes. Déjà, on ne peut pas dire donc en gros finalement qu'il n'y a pas vraiment d'envolée des émoluments des patrons du CAC 40 sur 2021. Au-delà de quelques cas, il y a une forte hausse. Il y a quand même une forte hausse assez généralisée. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt ce qui est présenté en ce moment aux assemblées générales d'actionnaires, qui sont des hausses pour 2022, par exemple. Il y a beaucoup de hausses pour 2022. Et donc, finalement, 2021, on va revenir à des niveaux un peu supérieurs à 2019, si on met de côté le cas Carlos Tavares, qui, lui, va beaucoup impacter la moyenne. Et en 2022, il va y avoir une progression encore de la rémunération des dirigeants. Donc ça va continuer. On sera autour de combien donc? De 6-7 millions d'euros en moyenne? On va être aux alentours de 6-7 millions d'euros. Oui, bon. Est-ce que ce sont des sommes qui sont réellement versées, qui seront touchées par les patrons du CAC 40, ou est-ce qu'elles sont juste attribuées et empochées plus tard? Parce qu'il y a souvent confusion. Il y a confusion. Alors non, elles sont attribuées et empochées plus tard. Donc la rémunération d'un dirigeant, par exemple du CAC 40, c'est 1,5 million d'euros de fixe. Voilà. Et donc ça, dans tous les cas, chaque année, il s'est touché. Il y a un bonus annuel. Ça, là, c'est en train d'être voté par les assemblées générales, mais en gros, il n'y a pas de rejet, donc ça va être versé. C'est 1-2 millions d'euros. Et après, il y a des gros packages d'actions, en fait, d'actions gratuites. C'est à peu près la moitié de leur rémunération. Ça pèse 2, 3, 4 millions d'euros. Soit ça sera zéro, si les conditions de performance ne sont pas atteintes, soit ça peut se transformer en 5-10 millions d'euros, si le cours progresse et que les conditions de performance sont atteintes. Mais à terme, au bout de quelques années. Au bout de 3 ans en général. Donc ce n'est pas empoché? Pas encore, non. Voilà. Donc cette inflation, on peut parler d'inflation pour le coup, d'un point de vue économique, parce que les résultats 2021 ont été bons, parce que, encore une fois, les résultats des groupes, sont plutôt excellents. Il y a cette part variable qui était convenue. Donc, encore une fois, il n'y a rien d'illogique, même si, dans certaines proportions, parfois, ça peut faire tiquer. Oui, en fait, il y a une grande masse de dirigeants pour lesquels la rémunération va progresser, et on peut le comprendre. Après, il y a quelques individus, comme je disais, il y a le cas de Stellantis, il y a le cas d'Asso Systèmes. Stellantis, pardon, ça a été rejeté. Les actionnaires de Stellantis ont voté contre. Alors, c'est à titre consultatif, c'est bien de le rappeler. C'est le droit néerlandais, c'est ça? C'est le droit néerlandais. Mais la direction a dit on va en tenir compte. Comment il faut interpréter ce on va en tenir compte? Bon, pour le moment, je pense qu'ils n'ont pas prévu de revoir cette rémunération. Donc en fait, je pense que c'est de la communication. Maintenant, ce qui va être attendu, c'est est-ce qu'ils vont réellement dialoguer avec les actionnaires qui ont refusé cette rémunération pour comprendre pourquoi et revoir cela dans la prochaine politique de rémunération. Et puis après, l'autre sujet, c'est de voir comment en Europe, on pourrait avoir un vote contraignant de l'Assemblée générale, comme c'est le cas en France. Ça reste un projet, ça c'est... C'est très politique. Il faudrait que les politiques et que Bruxelles s'en emparent.
effectivement, on est l'un des seuls pays où il y a un vote contraignant de l'Assemblée générale. Ça tique chez qui d'autre, à part chez Stellantis? Parce que j'ai vu que chez Téléperformance, pour le coup, à 85%, les actionnaires ont voté les 20 millions d'euros de Daniel Julien, le PDG de Téléperformance. Oui, alors parfois ça passe crème. Hein, oui, parfois ça passe. Bon, 85%, c'est peut-être l'une des résolutions les plus contestées. Il y a eu aussi 23% d'opposition chez AXA. Donc il y a un peu de contestation. Oui, enfin 23%, mais ça veut dire que quasiment 80% y est favorable. Hein. Oui, non, mais alors il faut avouer que c'est assez compliqué pour les actionnaires d'analyser toutes les résolutions et tout ce qui leur est proposé. C'est-à-dire que comprendre la rémunération d'un dirigeant, c'est une résolution parmi une vingtaine. Ça nécessite de lire peut-être 20 ou 30 pages pour comprendre, et la plupart des actionnaires peut-être n'ont pas le temps ou les efforts. Après, voilà, les investisseurs en actions souvent ont des agences de conseil de vote comme Proxinvest qui les aident, et donc c'est peut-être un peu plus facile pour eux. Que dit Proxinvest justement, dans tous les cas qu'on a cités, et les autres qui sont peut-être problématiques au-delà de Stellantis? Proxinvest recommande beaucoup de s'opposer. En fait, on a un taux de recommandation négative, donc d'opposition, qui augmente fortement cette année. C'est là où c'est inquiétant, parce qu'il y a beaucoup quand même de hausses. Alors, c'est soit la rémunération 2022, fixe, encore une fois, on parle beaucoup pour le coup. 2022, mais en 2021 également, on a cité Téléperformance. Quand on passe de 15 millions d'euros, ou 17 à 19,6 millions d'euros, c'est une hausse, quoi. Chez Dassault Systèmes, quand on passe d'environ 20 millions à 44 millions d'euros, c'est aussi une forte hausse, quoi. Et Stellantis, le président de Fiat Chrysler, en fait, a touché environ 15 millions d'euros. Et là, on passe à 66, en fait, si on regarde. Les résultats de Stellantis, il faut le rappeler, sont excellents, avec une marge qui rappelle le luxe, le premium, le luxe en automobile, bien sûr, les voitures de prestige allemande, quoi, je veux dire. Tout à fait. Et après, la question, c'est de savoir combien on rémunère un dirigeant dont les résultats sont excellents. Voilà. Et en fait, en général, un dirigeant, on lui donne 1 ou 2 millions d'euros de bonus annuel si ses résultats sont très bons, et on lui donne un package d'actions qui fait qu'au bout de 3 ou 5 ans, comme les résultats finalement dans le temps sont très bons, il va toucher chaque année un gros paquet d'actions, vous voyez. Là, chez Stellantis, le bonus annuel, ce n'est pas 1 ou 2 millions d'euros, c'est 7,5 millions d'euros. Donc là, c'est vraiment beaucoup. Et le paquet ce sont les standards américains, quelque part. Ce sont les standards américains. D'ailleurs, d'un groupe qui est mondial en même temps. Le groupe est mondial. Chez Stellantis, c'est clair que désormais, le groupe est mondial. En fait, il y a un gros paquet qui sera non récurrent, qui ne va pas se répéter en fait. Quand on dit il va y avoir une mise en œuvre d'un plan avec des critères de performance ou ce qu'ils appellent des milestones, donc des étapes à atteindre d'ici plusieurs années, ça sera... C'est pour une fois, c'est parce que la fusion vient de se faire, et donc ils vont regarder sur 5 ans comment ça se passe. Et par exemple, il y a une partie du plan, c'est un maximum de 50 millions d'euros. Voilà, donc c'est là où c'est assez exceptionnel, parce que d'habitude, les entreprises ou les conseils d'administration se contentent de donner quelques millions d'euros chaque année. Là, en fait, on est plutôt sur effectivement une rémunération totale de 66 millions d'euros qui risque de redescendre vers les peut-être 12 millions d'euros, vous voyez, annuellement. Mais ce qui est assez étrange, vous voyez, c'est que la rémunération de Carlos Ghosn, par exemple, autrefois choquait. Alors, il avait 6 millions d'euros de Renault, 9 millions de Nissan. Donc, on était environ à 15 millions d'euros. Là, on passe à 66 millions d'euros. Et ça choque bien sûr toujours, parce qu'il y a eu ce rejet de l'Assemblée générale. Mais quelque part, il va redescendre, je pense, vers les 12 millions d'euros annuels, d'après sa politique de rémunération. Et là, on est moins choqué, quoi, en fait. Est-ce que c'est pas étrange, encore une fois, on est dans cette émission, ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à l'épargne, de voir de plus en plus de groupes nous parler de responsabilité sociétale, voilà, il y a ça, donc, et puis en même temps des managements qui demandent aux équipes de faire des efforts, notamment en matière de salaire, pour ensuite s'appliquer des hausses de rémunération qui sont élevées, hein, pour certains. La vraie responsabilité sociétale, en fait, quelque part, moi je l'observe chez Thales, par exemple. Chez Thales, on nous propose une hausse de 6% de la rémunération de M. Kane. On nous explique que les 6%, ça correspond à la hausse dont ont bénéficié les salariés depuis la dernière fois qu'il avait été augmenté. Honnêtement, c'est là qui cache la forêt, Thales. Oui, parce que là, pour le coup, on n'a rien à dire. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a d'autres dans ce cas, au niveau du CAC 40? Non, pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup de rémunérations qui ne bougent pas. Et puis, finalement, quand le mandat est renouvelé, là, il y a une forte hausse, quoi. Donc, oui, non, ça ne bouge pas beaucoup. C'était malheureusement un des objectifs de la loi Pacte.
depuis la loi Pacte, on a beaucoup plus d'informations sur ce qu'on appelle le ratio d'équité, c'est les écarts de rémunération entre le PDG, enfin le numéro 1, et les salariés. Et on nous explique l'évolution comparée des salaires par rapport à la rémunération des dirigeants. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que très souvent, la rémunération des dirigeants, elle augmente plus vite que celle des salariés. Bon, et donc, ce n'était pas l'objectif. L'objectif de la loi Pacte était plutôt de redonner plus un sens collectif au projet et puis finalement lui donner plus de responsabilité sociale. Après, c'est un échec de ce point de vue-là. Oui, c'est un échec. Après, le côté positif, c'est que les rémunérations sont de plus en plus basées sur des critères également extra-financiers, moins purement financières. En moyenne, combien? Quelle est la part, encore une fois, une rémunération du patron de CAC 40? En général, désormais, peut-être 20 et 30%. On voit même sur les actions gratuites. Ça va dans le bon sens, ça? Non, ça va dans le bon sens. Il y a notamment les émissions de carbone de plus en plus dans la rémunération des dirigeants. Après, là, chez les investisseurs et les actionnaires, il y a un vrai travail à faire pour vérifier que ces critères sont réellement exigeants. Et là, on peut avoir des doutes. Parfois, les niveaux d'objectifs sont insuffisants. Sur les émissions de carbone, on peut aussi avoir des discussions sur le périmètre qui est pris en compte. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas que ces critères extra-financiers se transforment en partie qui est assurée, garantie pour le dirigeant. Il faut vraiment que ce soit très variable et fonction de cette performance également. Les actionnaires, on finit là-dessus, qui ont du mal à voter contre Global, parce qu'il y a un alignement d'intérêts peut-être aussi entre la direction et puis les actionnaires. Disons qu'il y a beaucoup d'actionnaires différents, j'ai l'impression, et de beaucoup de sensibilités différentes. C'est sûr que les investisseurs dits responsables vont avoir plus tendance à s'opposer, en fait. Après, l'actionnariat des grandes sociétés françaises, par exemple, il est très international. Et la vision, par exemple, des investisseurs en Europe est différente de la vision des investisseurs américains, par exemple. Donc, en Europe, on va faire très attention aux conditions de performance extra-financières et niveau de rémunération. Aux États-Unis, finalement, avec une moyenne qui tourne aux alentours de 13 millions d'euros pour le S&P 500, forcément, en termes de rémunération, quand on voit une rémunération de 5-6 millions ou 7, même 8 millions, mal payé, on se dit il est plutôt mal payé, pas de problème, quoi. Donc en fait, il y a des choses qui vont choquer en Europe ou en France qui ne choquent pas les investisseurs américains. La taille du marché n'est pas la même non plus. C'est là où il faut comparer à ce qui est comparable. Oui, alors je ne sais pas, mais par exemple, on peut comparer le CAC 40 au S&P 500. Vous voyez, les entreprises, elles ne sont pas si différentes que ça. Et notamment, les conseils d'administration et les entreprises l'utilisent. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous justifie les hausses de rémunération par des panels de comparaison. Dans ces panels de comparaison, très souvent, parfois en tout cas, il y a des sociétés américaines qui sont incluses, ce qui fait monter un peu les comparaisons, les comparables. Ce qu'on a remarqué cette année, parce qu'on a de plus en plus d'informations là-dessus, c'est que les sociétés françaises ont tendance à se comparer à des entreprises plus grandes, plus grosses. Et donc, en fait, quand vous dites je me mets à la médiane, mais d'un groupe d'entreprises plus grandes, j'ai un cas en tête, je peux le dire, c'est Danone par exemple, forcément vous augmentez la rémunération. Évidemment. Ou parfois vous pouvez avoir un groupe qui est très bien constitué, mais où la société assume vouloir être un peu au-dessus du troisième quartile. Alors au-dessus du troisième quartile, vous êtes plutôt dans ceux qui sont les plus payés, c'est le cas de Vinci par exemple, donc vous assumez à avoir une rémunération un peu supérieure en fait à ce que vous devriez toucher en fait. Allez, merci beaucoup. Explication, éclairage signé Loïc Dessin, directeur général de Proxinvest. Merci beaucoup. Merci. Et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.